Sans famille, première partie, chapitre 9. Je rencontre un géant chaussé de bottes de 7 lieues. En quittant le sol desséché des causses et des garrigues, je me trouve, par le souvenir, dans une vallée toujours fraîche et verte, celle de la Dordogne, que nous descendons à petites journées, car la richesse du pays fait celle des habitants, et nos représentations sont nombreuses. Les sous tombent assez facilement dans la sébile de Capi. Un pont aérien léger, comme s'il était soutenu dans le brouillard par des fils de la Vierge, s'élève au-dessus d'une large rivière qui roule doucement. Ses eaux paresseuses, c'est le pont de Cubzac, et la rivière, c'est la Dordogne. Une ville en ruine avec des fossés, des grottes, des tours, et au milieu, des murailles croulantes d'un cloître, des cigales qui chantent dans les arbustes accrochés çà et là, c'est Saint-Émilion. Longtemps nous avions marché sur une route poudreuse, lorsque tout à coup nos regards, jusque-là enfermés dans un chemin que bordaient des vignes, s'étendirent librement sur un espace immense, comme si un rideau touché par une baguette magique s'était subitement abaissé devant nous. Une large rivière s'arrondissait doucement autour de la colline sur laquelle nous venions d'arriver. Et au-delà de cette rivière, les toits et les clochers d'une grande ville s'éparpillaient jusqu'à la courbe indécise de l'horizon. Que de maisons, que de cheminées! Sur la rivière, au milieu de son cours et le long d'une ligne de quais, se tassaient de nombreux navires qui, comme les arbres d'une forêt, emmêlaient les uns dans les autres leurs mâtures, leurs cordages, leurs voiles, leurs drapeaux multicolores qui flottaient au vent. « C'est Bordeaux, me dit Vitalis. » Pour un enfant élevé comme moi, qui n'avait vu jusqu'à là que les pauvres villages de la Creuse, ou les quelques petites villes que le hasard de la route nous avait fait rencontrer, c'était féerique. « C'est l'heure de la marée, me dit Vitalis, répondant sans que je l'eusse interrogé à mon étonnement. Il y a des navires qui arrivent de la pleine mer après de longs voyages. Ce sont ceux dont la peinture est salie et qui sont comme rouillés. Et il y en a d'autres qui quittent le port, ceux que tu vois au milieu de la rivière, tournés sur eux-mêmes, et vite sur leurs ancres de manière à présenter leurs proues aux flots montants. Ceux qui courent enveloppés dans des nuages de fumée sont des remorqueurs. Que de mots étranges pour moi, que d'idées nouvelles. Lorsque nous arrivâmes au pont qui fait communiquer la Bastide avec Bordeaux, Vitalis n'avait pas eu le temps de répondre à la 100e partie des questions que je voulais lui adresser. De Bordeaux, nous devions aller à Pau. Notre itinéraire nous fit traverser ce grand désert qui, des portes de Bordeaux, s'étend jusqu'aux Pyrénées et qu'on appelle les Landes. Nous avons quitté Bordeaux et après avoir tout d'abord suivi les bords de la Garonne, nous avons abandonné la rivière à Langon et nous avons pris la route de Mont-de-Marsan qui s'enfonce à travers les terres. Plus de vignes, plus de prairies, plus de vergers, mais des bois de pins et des bruyères. « Nous voici dans les Landes, dit Vitalis. Nous avons 20 ou 25 lieues à faire au milieu de ce désert. Mets ton courage dans tes jambes. » C'était non seulement dans les jambes qu'il fallait le mettre, mais dans la tête et le cœur, car, à marcher sur cette route qui semblait ne devoir finir jamais, on se sentait envahi par une insurmontable tristesse. L'espérance d'arriver bientôt nous avait fait hâter le pas, et mon maître lui-même, malgré son habitude des longues marches, se sentait fatigué. Il voulut s'arrêter et se reposer un moment sur le bord de la route. Mais au lieu de m'asseoir près de lui, je voulus gravir un petit monticule planté de genêts qui se trouvait à une courte distance du chemin, pour voir si de là je n'apercevais pas quelque lumière dans la plaine. J'appelai Capi pour qu'il vînt avec moi, mais Capi lui aussi était fatigué, et il avait fait la sourde oreille, ce qui était sa tactique habituelle avec moi lorsqu'il ne lui plaisait pas de m'obéir. « As-tu peur ?» demanda Vitalis. Ce mot me décida à ne pas insister, et je partis seul pour mon exploration. Je voulais d'autant moins m'exposer aux plaisanteries de mon maître que je ne me sentais pas la moindre frayeur. Cependant, la nuit était venue, sans lune, mais avec des étoiles scintillantes qui éclairaient le ciel,
et versaient leur lumière dans l'air chargé de légères vapeurs que le regard traversait. Tout en marchant et en jetant les yeux à droite et à gauche, je remarquais que ce crépuscule vaporeux donnait aux choses des formes étranges. Il fallait faire un raisonnement pour reconnaître les buissons, les bouquets de genêts, et surtout les quelques petits arbres qui, çà et là, dressaient leurs troncs tordus et leurs branches contournées. De loin, ces buissons, ces genêts et ces arbres ressemblaient à des êtres vivants appartenant à un monde fantastique. Cependant, je ne tardais pas à atteindre le sommet de ce petit tertre, mais j'eus beau ouvrir les yeux, je n'aperçus pas la moindre lumière. Après être resté un moment, l'oreille tendue, ne respirant pas pour mieux entendre, un frisson me fit tressaillir. Le silence de la lande m'avait effaré. J'avais peur. De quoi? Je n'en savais rien. Du silence, sans doute, de la solitude et de la nuit. En tout cas, je me sentais comme sous le coup d'un danger. À ce moment même, regardant autour de moi avec angoisse, j'aperçus au loin une grande ombre se mouvoir rapidement au-dessus des genêts, et en même temps, j'entendis comme un bruissement de branches qu'on frôlait. Quelqu'un? Mais non, ce ne pouvait pas être un homme, ce grand corps noir qui venait sur moi. Un animal que je ne connaissais pas plutôt, un oiseau de nuit gigantesque, ou bien une immense araignée à 4 pattes, dont les membres grêles se découpaient au-dessus des buissons et des fougères sur la pâleur du ciel. Ce qu'il y avait de certain, c'est que cette bête, montée sur des jambes d'une longueur démesurée, s'avançait de mon côté par des bonds précipités. Assurément, elle m'avait vu, et c'était sur moi qu'elle accourait. Cette pensée me fit retrouver mes jambes, et tournant sur moi-même, je me précipitai dans la descente pour rejoindre Vitalis. Mais si vite que j'allasse, la bête allait encore plus vite que moi. Je n'avais plus besoin de me retourner, je la sentais sur mon dos. Je ne respirais plus, étouffée que j'étais par l'angoisse et par ma course folle. Je fis cependant un dernier effort et vins tomber aux pieds de mon maître, tandis que les 3 chiens qui s'étaient brusquement levés aboyaient à pleine voix. Je ne pus dire que 2 mots que je répétais machinalement. « La bête! La bête !»« La bête, c'est toujours toi, » disait-il en riant. « Regarde donc un peu si tu l'oses. » Son rire, plus encore que ses paroles, m'avait rappelé à la raison. J'osais ouvrir les yeux et suivre la direction de sa main. L'apparition qui m'avait affolée s'était arrêtée. Elle se tenait immobile sur la route. Je me hardis et je fixai sur elle des yeux plus fermes. Était-ce une bête? Était-ce un homme? De l'homme, elle avait le corps, la tête et les bras. De la bête, une peau velue qui la couvrait entièrement, et 2 longues pattes maigres, de 5 ou 6 pieds de haut, sur lesquelles elle restait posée. Je serais probablement resté longtemps indécis à tourner et retourner ma question si mon maître n'avait adressé la parole à mon apparition. « Pourriez-vous me dire si nous sommes éloignés d'un village ?» demanda-t-il. C'était donc un homme, puisqu'on lui parlait. Mais pour toute réponse, je n'entendis qu'un rire sec semblable au cri d'un oiseau. C'était donc un animal. Quel ne fut pas mon étonnement lorsque cet animal dit qu'il n'y avait pas de maison aux environs, mais seulement une bergerie où il nous proposa de nous conduire. Puisqu'il parlait, comment avait-il des pattes? Vois-tu maintenant ce qui t'a fait si grand peur? Me demanda Vitalis en marchant. Oui, mais je ne sais pas ce que c'est. Il y a donc des géants dans ce pays-ci? Oui, quand ils sont montés sur des échasses. Et il m'expliqua comment les Landais, pour traverser leurs terres sablonneuses ou marécageuses et ne pas s'enfoncer dedans jusqu'aux hanches, se servaient de 2 longs bâtons garnis d'un étrier auxquels ils attachaient leurs pieds. Et voilà comment ils deviennent des géants avec des bottes de 7 lieues pour les enfants peureux.